Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la polémique au Bénin après la modification du code électoral. Le texte durcit notamment les conditions de participation à la présidentielle prévue en 2026. Des amendements qui suscitent le débat au sein de l'opinion publique et des partis politiques. Explications à suivre dès le début de ce journal. À la une aussi, le lancement de Mali Sogo, un label qui vise à favoriser l'exportation de la viande, le produit le plus exporté par le pays après l'or et le coton. Et vous verrez que pour les acteurs du secteur, ce label donne espoir. Comment améliorer la scolarisation des filles sur le continent africain? Un défi qu'a décidé de relever de nombreuses associations. C'est notre focus de ce samedi soir dans le JTA. Nous irons d'abord en Guinée, suivre notre reportage où 30% des petites filles ne vont pas en primaire et 9 sur 10 ne terminent pas le collège. Et pour aller plus loin, nous parlerons à Amé Atsou David, co-directrice de l'équipe africaine du Fonds mondial pour l'enfance, une ONG qui vise à la transformation des jeunes et des plus vulnérables au monde, à quelques jours de leur sommet africain qui se tiendra du 26 au 29 mars à Monrovia, au Libéria. Votée il y a quelques jours, elle continue de susciter le débat dans le pays. Le nouveau code électoral béninois qui durcit notamment les conditions de participation à la présidentielle, élection prévue en 2026. Et depuis le vote début mars, les amendements apportés au code suscitent beaucoup de débats au sein de l'opinion publique et des partis politiques. Les explications de notre correspondante Emmanuelle Sodji. Nous sommes à moins de 2 ans des élections générales et déjà le débat est vif autour des nouvelles règles électorales. Pour être candidat à la présidentielle au Bénin, à présent, il faut avoir 15% de parrainage d'élus, députés et maires confondus, au lieu des 10% avant. Autre nouveauté, les partis politiques ont désormais le contrôle des parrainages, c'est-à-dire que les députés ne sont plus libres de choisir. Mais ce qui divise le plus, ce sont les conditions exigées pour obtenir un siège au Parlement. Désormais, il faut recueillir au moins 20% des suffrages exprimés dans chacune des circonscriptions électorales. Tout ce que prévoit la Constitution, c'est le suffrage au plan national. Il se trouve qu'avec le nouveau code électoral, lorsque 2 partis ont perdu les élections législatives et arrivent à tous deux à avoir 40% au plan national, ils peuvent, par un accord de gouvernance, supplanter et rafler au parti qui est arrivé à 60% en tête au plan national, lui rafler tous les sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est rien d'autre qu'un coup d'État institutionnel. La Cour constitutionnelle a rejeté la dizaine de recours et dans le camp du pouvoir, on fait remarquer qu'il est nécessaire que les partis aient un ancrage dans tout le pays. Être un parti d'envergure nationale suppose que l'on a l'élite, qu'on a le minimum requis dans toutes les régions du Bénin. Et c'est ça qui fait de nous un parti, membre d'un parti légitime qui puisse aspirer à gouverner ce pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. La plateforme électorale des organisations de la société civile craint de son côté que ce nouveau code électoral soit une nouvelle source de crise politique. C'est le 3e produit le plus exporté par le Mali après l'or et le coton. Le bétail principalement exporté vivant, les autorités maliennes ont décidé de labelliser la viande rouge du pays sous le nom de Mali Sogo. Ce label vise à favoriser l'exportation et la transformation de la viande au niveau local. Pour les acteurs maliens du secteur, ce label redonne de l'espoir. Clémence Valère. Une marque d'approbation pour la viande malienne. Voici Mali Sogo, le label développé par le gouvernement et l'interprofession de la filière viande du Mali. Principalement exporté sur pied, le secteur du bétail contribue peu à la structuration de l'économie du pays. Il s'agit désormais pour les autorités maliennes de pousser les acteurs à se lancer dans la transformation locale du produit, mais aussi de favoriser l'exportation de la viande. Tel que l'élevage est pratiqué ici et est valorisé ici, ça contribue peu à la transformation structurelle de l'économie. Mais dès lors qu'on doit contribuer à la transformation de la viande ici, vous imaginez, ça va contribuer à l'implantation, ça va aider à l'implantation des abattoirs et d'autres industries artisanales ou bien semi-industrielles qui vont se développer liées au processus de transformation de la viande.
D'après le ministre de l'Élevage et de la Pêche, plus de 30% de la population rurale malienne tire exclusivement ses revenus de l'élevage. Le secteur contribue aussi à plus de 15% au produit intérieur brut du pays. Pour l'interprofession, cette initiative est une chance pour faire connaître les produits maliens sur le marché national et à l'étranger. C'est une viande très prisée dans les pays arabes et dans beaucoup d'autres pays, vu la qualité de nos pâturages et la qualité de nos terres salées. Et donc vraiment, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de labelliser notre viande. Autre objectif du label Mali Sogo, permettre de réduire le coût de la viande pour les consommateurs locaux, qui pour le moment attendent de voir s'il aura un impact positif pour leur budget. Direction à présent l'Ouganda, où le président Yoweri Museveni a nommé son fils à la tête de l'armée, pressenti par de nombreux observateurs pour succéder à son père. Le général Muhoozi Kainerugaba est un personnage très controversé en Afrique de l'Est. Explication de notre correspondant Clément Diroma. Le général Muhoozi Kainerugaba a été placé à la tête des forces armées ougandaises, les UPDF, en cette fin de semaine. Kainerugaba, 49 ans, est aussi et surtout le fils unique du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 38 ans. Il est déjà pressenti depuis des années pour être son successeur à la tête de l'État. Il avait d'ailleurs débuté une carrière politique en lançant son mouvement, la Ligue patriote d'Ouganda, en 2022. Très discret dans les médias, Kainerugaba avait annoncé il y a un an sur Twitter sa volonté de se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2026, avant de finalement démentir. Selon des médias locaux, sa récente promotion pourrait avoir comme objectif de le détourner de ses ambitions pour le moment. Le général est une figure très controversée en Afrique de l'Est. Fin 2022, Muhoozi était démis de ses fonctions de commandant de l'armée de terre après avoir déclenché un accident diplomatique en affirmant dans une série de tweets vouloir envahir le Kenya, le pays voisin. Son père, le président, s'était alors excusé. La grève nationale des médecins se poursuit au Kenya. Les soignants réclament de meilleures conditions de travail et des revalorisations salariales. Cette grève a été lancée par le puissant syndicat des médecins qui revendique dans le pays plus de 7000 adhérents. La dernière mobilisation de 2017 avait duré une centaine de jours. Laurent Berstécher. À l'hôpital Kenyatta de Nairobi, la salle d'attente est pleine à craquer. Obligée de prendre son mal en patience, Joséphine Njeri n'a toujours pas vu de médecin après 6 heures d'attente. Je suis là depuis 8 heures du matin. On nous a dit d'attendre les médecins, mais ils ne sont pas là. Ce n'est pas comme ça d'habitude. Normalement, j'aurais déjà été prise en charge s'il n'y avait pas de grève. La semaine dernière, 4000 médecins kenyans ont entamé une grève nationale pour tenter de faire plier le gouvernement. Ils dénoncent un système de santé à bout de souffle et appellent les autorités à recruter plus de personnel et à revaloriser les salaires. Le mouvement social a lourdement impacté l'accès aux soins au Kenya, où de nombreux patients sont simplement renvoyés chez eux. Mais pour la ministre de la Santé, les hôpitaux fonctionnent normalement, malgré l'absence de médecins. N'hésitez pas à vous rendre à l'hôpital pendant que nous essayons de trouver des solutions avec les médecins grévistes. Selon moi, les hôpitaux fonctionnent plutôt bien. En 2017, le personnel soignant kényan avait mené une grève de 100 jours qui s'était soldée par la signature d'un accord avec le gouvernement. Ils accusent aujourd'hui les autorités de ne pas avoir respecté leurs engagements. Allez, on passe à notre focus de ce samedi soir qui nous emmène en Guinée où la scolarisation des filles reste un défi majeur. Selon les derniers chiffres officiels disponibles, plus de 30% des petites filles ne vont pas à l'école primaire et 9 filles scolarisées sur 10 ne terminent pas le collège, un taux qui frise les 100% en zone rurale. Face à ce constat alarmant, des associations tentent de combattre le phénomène sur le terrain. Un reportage de Malik Diakité et Sarah Sako. Cours de français dans cette classe du lycée Saint-Georges en banlieue de Conakry. L'ambiance est studieuse, les élèves passent le brevet en fin d'année. Sur les bancs, des garçons et des filles et une tendance, plus la classe est élevée, moins les filles sont représentées. Kali Kamara est professeur de français,
Il déplore un phénomène qui touche la plupart des établissements scolaires en Guinée. On constate que les élèves, les filles délaissent. Soit on les fait sortir pour les mariages, quelque part, ou en tout cas l'abandon. Parce que problème de moyens et l'encouragement, je ne sais pas, d'autres c'est lié peut-être à la culture, qu'une fille ne doit pas aller avancer, pousser ses études jusqu'à un certain niveau. Et tout ça, donc ça dépend. On rencontre quand même ces difficultés. Aïssatou, 16 ans, connaît sa leçon par cœur. Aïssatou. Lequel? Nous avons lequel? Laquelle? Laquelle? Lesquels? Lesquels? Ma matière préférée, c'est l'histoire. J'aime venir à l'école parce que j'aime étudier. Je me sens à l'aise aussi quand je suis à l'école. Aujourd'hui, la jeune fille rêve de devenir médecin. Elle a pourtant failli abandonner ses études il y a 3 ans, bien malgré elle. J'ai voulu être déscolarisée par manque de moyens, mais heureusement, l'ONG a été là pour moi, pour m'aider à bien étudier. La fondation Elle ira à l'école a aidé Aïssatou. La structure finance depuis 2014 les frais de scolarité de filles issues de familles défavorisées. L'ONG tente de changer les mentalités. Une jeune fille privée d'école a en effet 3 fois plus de risques d'être mariée avant ses 18 ans par sa famille. L'école à elle seule n'arrive pas à faire tout le boulot. D'accord? Donc il faut un suivi, il faut l'implication des parents. Et ces parents-là, il faut les sensibiliser. Donc nous suivons non seulement l'enfant à l'école, et puis nous sensibilisons les parents à s'impliquer vraiment dans l'éducation de l'enfant. Il y a urgence. En Guinée, selon un chiffre des Nations Unies, 9 filles scolarisées sur 10 ne terminent pas le collège. Allez, pour aller plus loin, ce samedi soir, on retrouve Amé Atsou-David, co-directrice de l'équipe africaine du Fonds mondial pour l'enfance. Son travail vise à renforcer les capacités des partenaires locaux dans la lutte contre la violence basée sur le genre, tout en autonomisant les jeunes filles pour qu'elles deviennent des agents de changement dans leur communauté en Afrique de l'Ouest. Amé, merci de nous rejoindre ici sur le plateau du Journal de l'Afrique de France 24. C'est nous qui vous remercions. Alors, merci beaucoup. Donc, on a vu dans ce reportage en Guinée que les défis rencontrés par ces jeunes filles, ces adolescentes sont très importants et ils sont nombreux, notamment comment aider ces jeunes filles à aller au-delà du primaire. Comment, justement, le Fonds mondial pour l'enfance aborde-t-il ces défis et comment fait-il pour favoriser un changement durable ? Alors, oui, au Fonds mondial pour l'enfance, nous soutenons les partenaires locaux, surtout au niveau des communautés rurales, donc des organisations communautaires qui travaillent avec et pour les enfants dans ces communautés. Nous leur fournissons des appuis financiers, mais aussi techniques. Dans ce travail, nous avons aussi reconnu qu'il est important de renforcer les capacités de la jeune fille elle-même pour qu'elle puisse défendre ses droits. Donc, plusieurs de ces filles qui sont dans ces communautés, parfois ne savent pas qu'elles ont des droits. Elles subissent seulement elles subissent les problèmes auxquels elles sont confrontées, mais ont du mal à savoir comment s'en sortir. Alors, nous leur créons aussi l'espace pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir échanger et pouvoir plaider pour leurs droits. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons la semaine prochaine, du 26 au 29 mars, le sommet régional des adolescentes. Des jeunes filles. On en parlera, absolument. On parlera du sommet, mais j'aimerais qu'on fasse un point parce que, justement, vous préférez travailler avec les acteurs locaux. On l'a vu dans ce reportage en Guinée, justement, avec cette association et cette fondation Elle ira à l'école, la fondation de Kesoba. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à travailler? Pourquoi pas avec les gouvernements, tout simplement? Alors, le gouvernement a son rôle à jouer. Mais on sait que dans notre contexte ouest-africain que je connais très bien, le gouvernement est confronté à plusieurs défis. Et il est important d'avoir aussi une société civile assez forte
pour pouvoir interpeller l'État par rapport à son rôle. Et donc, c'est pour ça que nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités de la société civile pour interpeller l'État par rapport à son travail. Donc, vous vous rendez compte que dans les communautés rurales, il n'y a pas assez d'écoles, surtout les écoles secondaires. Donc, d'où les filles doivent aller marcher des distances pour pouvoir aller à l'école secondaire. Et on l'a vu dans le reportage tout à l'heure qu'il y a plusieurs filles qui n'arrivent pas à accéder justement à l'école secondaire. Donc, il y a lieu de pouvoir aussi avoir un contre-pouvoir pour pouvoir emmener l'État à jouer son rôle comme il se doit. Et dans cette idée-là, aussi, vous luttez pour la place des garçons. Vous militez pour une inclusion des garçons en tant qu'alliés pour remettre en question les normes de genre et promouvoir l'unité. Est-ce que ça fonctionne sur place? Pourquoi est-ce que c'est primordial, ça? C'est primordial parce que dans nos communautés, les enfants sont élevés avec des normes sociales. Donc, on a le garçon à qui on dit la fille ne peut pas être plus intelligente que toi, la fille c'est le sexe faible, et donc les garçons grandissent avec ces mentalités. Donc, si nous nous focalisons uniquement sur les filles et les femmes, et que nous ne travaillons pas avec les garçons, ben nous n'aurons pas l'égalité de genre. Et ça, ce sont les filles qui nous l'ont dit. Quand on a commencé, on leur a posé la question, comment est-ce qu'on peut vous aider à pouvoir trouver des solutions à vos problèmes? Elles nous ont dit, mais si vous n'associez pas les garçons, on n'aura jamais l'égalité de genre. Parce que les garçons doivent aussi changer leur mentalité par rapport à nous, les filles. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra réaliser l'égalité de genre. Est-ce que, Amé, justement, Atsou David, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous arrivez à évaluer des progrès, justement, sur l'avancement de l'éducation des filles sur le continent africain? Oui, il y a beaucoup de progrès. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le chemin est encore long, mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup d'associations de la société civile qui font beaucoup de travail, comme Elle ira à l'école, par exemple, et qui arrivent à amener les filles à pouvoir comprendre qu'elles ont des droits et à pouvoir défendre leurs droits. Et je pense que le chemin est long, mais nous devons continuer à soutenir autant l'État. Il y a des organisations qui sont là pour ça. Je pense que les Nations Unies investissent beaucoup dans l'État, mais les organisations de la société civile aussi ont besoin d'être soutenues pour pouvoir contribuer aux efforts de l'État. Donc, il y a des progrès, mais on a encore du chemin à faire. Et la semaine prochaine, justement, du 26 au 29 mars, le sommet des jeunes filles à Monrovia, justement, du Global Fund for Children, qui va réunir environ 200 adolescentes, c'est ça que vous attendez? Et des hauts fonctionnaires, évidemment, et venant de 12 pays. Pourquoi est-ce que c'est important que ces jeunes filles viennent elles-mêmes s'exprimer? Nous avons remarqué que dans les espaces dédiés aux jeunes ou aux femmes, les jeunes filles, on ne les retrouve pas, on ne retrouve pas les adolescents, on ne retrouve pas, surtout celles âgées de 12 à 19 ans. Et donc, Global Fund for Children s'est dit, c'est important de créer aussi cet espace pour ces filles-là. C'est elles qui vivent les réalités et c'est important qu'on puisse les entendre. Donc, la semaine prochaine, elles vont se retrouver, effectivement, elles vont se retrouver ensemble, c'est 12 pays, les filles qui représentent plusieurs pays, et quand elles se rencontrent, elles se disent, mais tiens, on vit les mêmes problèmes, mais pourquoi ne pas se mettre ensemble pour devenir un mouvement très fort qui va interpeller l'État, plaider pour ses propres droits. Donc la semaine prochaine, c'est vraiment un regroupement où il y aura aussi beaucoup de plaidoyers, des échanges avec des leaders communautaires, les membres de gouvernement et les premières dames pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes que vivent les filles. Merci beaucoup, merci infiniment Amé Atsou David d'être venu justement nous parler de cet événement qu'on ne manquera pas de suivre sur France 24. Merci beaucoup et c'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier de Conakry à Cotonou en passant par le Caire. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.
Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain, en toutes circonstances, pour anticiper le futur, en comprenant le présent. Nous sommes avec vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité.